Le temps tout d'abord. C'est sans doute la dimension la plus complexe à aborder dans le champ médico-social, tant son écoulement nous plonge inexorablement dans la contradiction soulignée par Bergson d'un temps qui apporte et d'un temps qui emporte. Ces deux dimensions sont bien souvent clivées. Avec les enfants, par exemple, on est souvent dans l'attente d'un temps qui apporte, principalement des progrès, alors qu'avec les adultes, surtout s'ils sont, comme on dit, vieillissants, c'est plutôt un temps qui emporte nos illusions et vient nous confronter à la dure réalité de l'accroissement de la dépendance, à l'irruption de la maladie. Un autre aspect problématique en institution médico-sociale réside dans le rapport au temps qu'entretiennent nombre d'usagers, principalement marqués par de profondes angoisses archaïques de disparition dans un vide temporel insondable, ou angoisse d'abandon affectif que le moindre délai, la moindre attente vient réactiver dramatiquement. Les professionnels sont souvent prisonniers de ce temps immédiat, fait d'incessantes répétitions, de demandes maintes fois réitérées. Ils s'épuisent le plus souvent à tenter d'inscrire ces usagers dans un temps raisonné, le nôtre, fait de futur, d'attente, de délai, que nous pouvons remplir avec de la pensée, du rêve, des émotions. L'éducatif trouve là ses limites et c'est bien dans ces contraintes psychopathologiques qu'il faut penser le temps pour créer, dans ce cadre extrêmement contraint d'un temps à solidifier sans relâche, des modalités inédites d'accompagnement de la temporalité. Utiliser par exemple un agenda avec un usager souffrant de pathologie anaclytique pour lui signifier, preuve à l'appui, que l'on viendra s'occuper de lui au jour et à l'heure dite. Pas avant, comme il le voudrait, mais pas après, comme il pourrait le redouter, dans son angoisse d'être encore une fois abandonné. Organiser un véritable emploi du temps minuté de l'écoulement de la journée pour un autre, psychotique, sans cesse menacé d'anéantissement, en lui proposant toutes les heures, ou plus si nécessaire, un court moment de présence qui le tient dans un temps indestructible. Un verre d'eau, une petite promenade, une histoire, un petit soin du visage. On peut penser aussi bien sûr à ces appareils qui donnent à voir l'écoulement du temps dans un disque coloré. Mettre par exemple aussi tous les aliments sur un même plateau pour celui qui ne supporte pas l'attente entre deux plats. Et certainement bien d'autres inventions et trouvailles que les professionnels sont à même de promouvoir pour peu qu'ils ne s'acharnent plus dans une lutte dérisoire et perdue d'avance contre un temps qui n'est pas cadré intérieurement chez nombre d'usagers, qui ne les étaye pas, qui fuient en permanence risquant de les engloutir. Souvent, lorsque j'évoque ces perspectives avec des professionnels, ils sont sceptiques, invoquant le groupe, la contrainte que ça va leur imposer. Vous vous rendez compte, être disponible à chaque heure ou écrire que l'on va venir s'occuper de lui? Alors que paradoxalement, le fait de pouvoir penser ainsi le temps du quotidien les libère et rend sans doute leur accompagnement plus riche, plus créatif et certainement plus efficace. Si l'on pense que souvent il faut sortir de la routine pour rendre ce quotidien plus attrayant pour les professionnels, je soutiens à rebours qu'il faut au contraire se couler dans cette routine comme un temps accueillant et sécurisant et en comprendre le sens pour les usagers. Ce qui est difficile dans cette routine, ce n'est pas le temps répétitif, mais la stérilisation de la pensée sur ce temps. Or, la créativité n'est que la possibilité, à mon avis, de penser plus librement dans un cadre dont on comprend et accepte le sens. Le second aspect du cadre qui structure le quotidien est l'espace. Les murs, les portes, les couloirs. Là aussi, ces domaines sont aujourd'hui investis par des spécialistes, architectes et surtout responsables de la sécurité. Si l'on dit souvent que les usagers sont chez eux, en institution, il faut quand même bien se rendre à l'évidence que les espaces institutionnels n'ont rien à voir avec de possibles chez soi. Stéphane Courtex, qui est architecte et psychologue, montre que si on applique à la lettre les normes en matière de construction pour des personnes âgées ou handicapées, on fera des espaces invivables, trop vastes, trop éclairés, trop rectilignes, le tout bien sûr pour favoriser la circulation d'un fauteuil roulant, le déplacement d'un malvoyant, le repérage d'un dément. Comment faire preuve de créativité pour les professionnels quand on interdit, au nom de la sécurité bien entendu, l'installation de tel ou tel meuble, la fermeture de telle ou telle porte et même l'accrochage de tel ou tel décor au mur? La marge est très étroite dans ce contexte hypersécuritaire et parfois dans ces délires architecturaux qui privilégient l'ouvert, les vitrages démesurés. Mais peut-être, là aussi, faut-il comprendre l'espace dans ses implications les plus basiques, le dehors et le dedans,
les orifices, le proche, le lointain. On sait que ces questions sont cruciales pour des personnes handicapées souffrant de troubles psychopathologiques. On voit immédiatement les liens qui s'établissent avec leur vécu corporel, les portes devenant des sphincters par où le peu d'intégrité corporelle qu'ils tiennent à grand-peine risque de s'échapper, par où la menace d'être envahi par l'autre peut surgir. Sur beaucoup d'unités de vie, il y a l'ouvreur de porte et le fermeur de porte, qui, dans un incessant balai, tentent désespérément de maîtriser ce trou inquiétant, soit en le bouchant, soit en le maintenant ouvert pour voir plus loin le danger potentiel qui peut en jaillir à tout instant. Aménager dans ces espaces des coins, des recoins, protecteurs, réfléchir où l'on place un usager en fauteuil roulant, qui ne peut lui-même choisir sa place. Observer quels sont les lieux que privilégient certains pour assurer leur sécurité. Tenter de comprendre le sens de leur déplacement, de leur déambulation, comme le fit Deligny avec ses lignes d'air. Réguler les entrées et les sorties à la porte de l'unité de vie, en instaurant un temps où c'est fermé et un autre où c'est ouvert, afin de limiter les confusions ouvert-fermé. Installer une sonnette à l'entrée du groupe pour prévenir des intrusions dans l'espace corporel. Et toutes ces questions-là visent à considérer que les lieux de vie ne sont pas des lieux de simple hébergement, des lieux de vie, mais aussi des lieux de soins et peut-être des lieux qui soignent. Le troisième élément du cadre, tel que nous le comprenons dans ces étayages fondamentaux, est le corps. C'est sans doute cette dimension qui caractérise le plus le quotidien par ses exigences biologiques, s'alimenter, s'hydrater, éliminer, dormir, se protéger des dangers, du froid. Pour beaucoup d'usagers lourdement handicapés, où les atteintes neurologiques sont massives, ces exigences représentent un travail très important pour les professionnels. On ne transige pas avec des risques de fausse route, des troubles du transit, des aggravations orthopédiques, des crises comiciales. Ces aspects sont souvent ceux qui sont le moins privilégiés par les professionnels éducatifs, qui les jugent parfois de manière négative, comme des antilibertés. Ou alors, au contraire, ils sont asséchés dans des démarches hyper médicalisées, propriété exclusive des soignants d'où les éducateurs sont exclus. Le conflit entre ces deux corps professionnels sont monnaie courante dans nombre d'établissements médico-sociaux. On ne peut aussi nier la question, il est vrai, assez taboue, de la souillure, fréquente chez les personnes gravement handicapées. L'abord corporel engage les professionnels dans un réel qui laisse peu de place à la créativité, même si l'on peut y voir, sans cesse renouvelé, le rite de passage qui fait d'un non-humain souillé un humain propre avec lequel une relation est possible. On le voit, le corps malade, handicapé, souillé, s'impose dans la quotidienneté et la dimension créative ne peut trouver, à mon avis, sa source que dans la possibilité de penser ce réel du corps, l'inscrire dans la dimension symbolique des savoirs, et peut-être des savoirs médicaux notamment. Comprendre les mécanismes de déglutition et leurs anomalies, connaître la physiologie de la digestion, observer et décrire une crise d'épilepsie, être au fait des évolutions orthopédiques invalidantes, et ce sans que ce soit l'exclusivité des soignants, mais que ces savoirs puissent être partagés sans prérogative hiérarchique ou dogmatique entre tous les professionnels du quotidien. Mais cette dimension corporelle ne se présente pas toujours avec la même prégnance, et d'autres explorations créatives sont possibles dans ce quotidien des corps, où la dimension expressive du vécu de la personne peut être source d'observations inépuisables, de questionnements féconds et d'expérimentations inédites. Et je pense que le professeur Bullinger, tout à l'heure, nous en parlera de manière beaucoup plus savante. Le repas représente souvent des mises en jeu et parfois des mises en scène du vécu corporel de beaucoup. Angoisse liée à la bouche, par où doit transiter la nourriture, indifférenciation des limites de chacun lorsqu'on est assis à la même table. Trop souvent, les professionnels s'épuisent à vouloir socialiser ce moment, à lui donner cette connotation de plaisir qui n'est que la nôtre, et se rigidifient face aux troubles du comportement qui envahissent les repas. Alors que changer son point de vue, penser le corps du sujet dans cette épreuve et créer d'autres conditions, décaler les heures pour certains, aménager l'espace pour d'autres, et pourquoi pas manger seul dans sa chambre. Mais on m'objecte souvent que si on fait ça, les autres voudront aussi faire pareil, bien sûr, et qu'on lâche la sacro-sainte socialisation, et puis en plus que les horaires du personnel ne sont pas compatibles. Pour les vêtements,
Je m'acharne à penser que laver un pull ou un t-shirt dans un lavabo avec une personne particulièrement sensible à ce changement de peau qui s'impose lorsque le vêtement est sale. Le voir disparaître dans une usine de blanchissage et ne pas être sûr de son retour n'est pas toujours très rassurant pour certains. Mais là aussi, on m'objecte parfois normes d'hygiène, interdiction de faire sécher du linge aux fenêtres, peut-être pour l'image de marque de l'établissement, et sur quoi de travail. Et les armoires fermées à clé, pour bien sûr éviter le désordre que mettent certains à vouloir sans cesse contrôler ces bouts de corps, alors que peut-être on pourrait imaginer d'autres solutions. Mettre par exemple dans une boîte les vêtements du jour, pour que la personne puisse en garder la maîtrise. À l'articulation de l'espace et du corps, la chambre représente souvent un lieu très particulier où s'exprime la manière dont chacun habite son corps. De ces chambres désespérément vides des patients psychotiques à celles débordantes d'objets de ceux qui vivent dans l'angoisse permanente de l'abandon, en passant par ces chambres délabrées où l'indescriptible chaos est à l'image du chaos corporel interne. On voit ici que le ménage prend alors une toute autre dimension que le simple entretien des surfaces. Nous voyons qu'une possible liberté de penser cet implacable du corps dans sa quotidienneté, peut-être une ouverture vers la rêverie, comme Bion nous l'a appris, s'étaye sur des théorisations rigoureuses de ces vécus corporels dans les différentes pathologies, des ancrages solides pour tenir face à ce qui ne tient pas chez ces personnes. Le quatrième élément qui constitue le cadre et qui donne sens à ce travail d'accompagnement dans la vie quotidienne est la relation intersubjective. La possibilité d'échanger avec les personnes accueillies des contenus psychiques, principalement des émotions, ce qui passe bien sûr par la parole. Bien sûr, on leur parle, m'affirment les professionnels à qui je pose la question. Et lorsque je leur demande ce qu'ils leur disent, les réponses sont plus difficiles. Souvent, ce sont des paroles de type injonction. Fais ceci, allez, viens, on va là, on va manger, on va à la toilette. Attends. Combien de fois leur dit-on « attends » dans une journée quand on sait leur rapport au temps? Comment faire appel à leur vie psychique si on ne vient pas la solliciter et mieux la nourrir avec nos élaborations mentales, nos rêveries, nos émotions? Dernièrement, je me suis fait copieusement engueuler par des professionnels parce que je suggérais que l'on pouvait peut-être demander à un résident profondément régressé et mutique s'il était d'accord pour qu'on lui fasse sa toilette et que l'on commente pour lui et avec lui ce moment de proximité corporelle qu'il peut vivre difficilement, au lieu de simplement lui dire « Allez, on va à la toilette ». On mesure ici combien l'univers psychique de ces personnes fait l'objet de représentations, soit dans une vacuité totale, il n'y a rien, soit dans une identification au nôtre, essentiellement névrotique. Pensez un entre-deux. Oui, excusez-moi, j'ai loupé un petit. Les réactions de ces professionnels furent de dire, d'abord, il ne comprendra pas. Et puis, l'autre réaction, c'est « et s'il dit non, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, on voit effectivement qu'on a affaire à ces deux représentations, soit cet univers vide totalement, soit cette identification névrotique. Alors pensez un entre-deux dans cet espace intermédiaire où il n'est pas question de savoir s'il comprend ou pas, où il n'est pas question de savoir si ce qu'on lui dit et ce qu'il nous dit est vrai. Créer du jeu au sens de Winnicott pour que des pensées s'échangent sur ces choses ordinaires de la vie quotidienne. On l'oublie peut-être, mais c'est dans ces choses apparemment très banales de la vie d'un nourrisson, avoir faim, être lavé, avoir sommeil, que la pensée se construit chez lui par les créations langagières qu'en fait sa mère, ou la personne qui s'occupe de lui. La relation à l'autre, avec l'autre à travers du quotidien, est sans doute la source même de l'activité psychique, ce que nous avons nous-mêmes oublié, pris que nous sommes dans nos élaborations mentales sophistiquées. Mais c'est bien la fonction du cadre, tel que le définit Bleguer, c'est pas parce que nous n'en avons pas conscience qu'il est absent. Sa mutité confirme bien sa présence et son étayage sous-jacent. Pascal Molinier raconte comment, face à un homme désespéré, menaçant de se jeter dans le vide avec son bébé, ayant bien sûr mobilisé tous les secours, une jeune interne lui crie « Attention, le bébé va prendre froid », provoquant chez lui immédiatement une sédation de son épisode suicidaire. On mesure ici combien cette parole semblant insensée, mais ô combien créative, dans ce contexte dramatique, vient puiser aux sources mêmes de l'ordinaire,
pour mobiliser psychiquement celui qui semblait ne plus pouvoir penser. Pascal Molinier ajoute que la présence a peut-être toujours à voir avec le domestique comme fondement du monde ordinaire. On pourrait aussi, paraphrasant le philosophe Pierre Sanso, parler d'une clinique du peu, comme il parlait des gens de peu, ces gens ordinaires menant une vie ordinaire. À travers ces quelques évocations du quotidien et de ce qui le structure dans ses fondements, à savoir le temps, l'espace, le corps et la relation intersubjective, il me semble que nous trouvons là de quoi réaffirmer l'essence même du travail médico-social, l'accueil. L'accueil ne peut se réduire à une seule procédure administrative, même soucieuse du projet personnalisé, comme le prône les NDPH, mais il est cette disposition en creux, concave, comme dirait Maldinet, consistant à ménager à celui qui est en difficulté une place où il puisse se poser. Comme on disait autrefois aux visiteurs fatigués que l'on accueillait, posez-vous, en lui désignant un fauteuil et en lui offrant de quoi se restaurer. Attention première au corps. Or, cet accueil est une dynamique à renouveler constamment, à la différence d'une admission qui, elle, est fixée administrativement. Et donc, l'accueil doit faire appel à une création, à une recréation permanente. L'accueil se prolonge inlassablement au cours du séjour et il constitue la disponibilité de base qui permet la rencontre du malade et de l'institution, observe Toscaïès. On assiste aujourd'hui, dans le secteur médico-social, à une mise en tension de plus en plus importante entre les missions telles que les conçoivent les autorités et la clinique, c'est-à-dire la réalité des personnes et non celle supposée dans les textes de loi. S'il est bien sûr important de ne pas méconnaître ces textes et leurs avancées, on peut toutefois pointer quelques dérives dans une dictature du projet qui n'a d'autre objet que, je cite, de rendre l'anormal normal, le dépendant doit s'autonomiser, l'ignorant doit apprendre, le sauvage doit se socialiser, remarque Philippe Gabaye. Il ajoute, on voit en effet que sous cette anormalité ainsi repérée se profile l'hypothèse d'une normalité sous-jacente qu'il suffirait d'encourager pour que tout s'arrange. Or, la clinique, et plus particulièrement celle qui se déploie dans la quotidienneté des personnes accueillies, nous montre que nous sommes bien loin, avec certaines, de ces normalisations attendues, de cette injonction à être autonome. Usagers et équipes s'épuisent dans ce message paradoxal consistant à rendre autonomes ceux qui, par ailleurs, sont déclarés dans des textes comme n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie. Et je fais bien sûr référence au décret du 20 mars 2009 relatif aux masses, femmes et SAMSA. Si la tension entre les missions et la clinique peut être génératrice de dynamiques créatives, il ne faudrait pas que l'on assiste à un divorce entre ces deux nécessités, ou qu'elles ne se développent chacune de leur côté en s'ignorant mutuellement. C'est parfois l'impression que j'ai quand je vois dans des établissements des réunions de projets où on ne fait plus de clinique du quotidien et où l'on me demande des séances d'analyse des pratiques où l'on parle bien sûr de ces choses ordinaires que sont le repas, le coucher, la toilette. Si ces choses banales ne sont plus parlées et pensées dans le médico-social, notamment pour les adultes les plus handicapés et les plus malades, le risque alors est grand de reproduire l'asile tant décrié. Certes, un asile plus sophistiqué, plus moderne, kafkaïen, dirait Michel Bolla, mais un asile où la présence ordinaire des personnes ne fait plus sens. Je vous remercie. Une intervention que nous retrouverons, j'espère, dans les actes, soit sous forme écrite, soit sous forme de CD, pour pouvoir y revenir et y retravailler en équipe. C'est vraiment très, très, très riche. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Je voulais remercier les personnes qui m'ont invité. Je suis un professeur à la retraite de l'Université de Genève où
en plus d'un enseignement sur le développement sensorimoteur, je m'occupais d'une consultation pour des enfants. Est-ce qu'on m'entend, ça va? Non. Ma voix a foutu le camp, j'espère qu'elle reviendra. Bon. Alors je vais parler plus près du micro en espérant qu'il n'y ait pas trop d'écho. Mon exposé s'accroche très directement à ce qui vient d'être dit, sous un angle un peu différent, mais on va reprendre peut-être les mêmes thèmes. Je dirais tout d'abord que les représentations de l'organisme sont les points d'appui pour la réalisation d'actions instrumentales et qui permettent la compréhension des relations spatiales de notre milieu. On sait que les représentations de l'organisme se construisent par étapes dès le début de la vie. À ces représentations sont associés des espaces qui contiennent ces représentations. On parle alors de l'espace utérin, de l'espace de la pesanteur, de l'espace oral, de l'espace du buste, de l'espace du torse et de l'espace du corps. Au sein de chacun de ces domaines se développent des fonctions instrumentales faisant exister l'espace concerné. La caractéristique commune des fonctions instrumentales est d'avoir deux composantes, une fonction d'appui et une fonction d'effection. Le plus souvent, on ne retient que la fonction d'effection pour laquelle on a développé toutes sortes de moyens d'évaluation et de quantification des conduites observées. C'est souvent ce qui est utilisé dans les institutions pour analyser les postes de travail. On est ici dans une perspective fiduciaire, bancaire, d'évaluation, avec souvent une métrique permettant de satisfaire des demandes institutionnelles. On peut ainsi brandir un niveau de développement pour justifier telle ou telle pratique. Dans ces situations, on ne se préoccupe pas de la stabilité des conduites et de ses possibilités de généralisation. Si la composante d'effection est pratiquement propre à l'individu, la composante d'appui, indispensable à la réalisation d'une conduite, peut être relayée par le milieu physique et humain. C'est le domaine privilégié où l'on peut intervenir pour stabiliser les conduites en offrant les appuis externes permettant l'effection et une progressive intériorisation des appuis. Et c'est principalement cette dimension d'appui, sur cette dimension d'appui, que l'institution peut intervenir. On va prendre différents exemples. Ainsi, concernant les soins aux bébés prématurés, le partage des tâches entre appui et effection est possible. Si on apprend aux parents à offrir des contacts tactiles larges et contenants sur le buste, la tête et les fesses du bébé, lorsque l'infirmière va réaliser un soin intrusif, les parents peuvent assurer le geste technique pour prendre la fonction d'appui. Donc les parents vont contenir le bébé. Dans ces situations, le bébé est plus calme, récupère plus vite et le parent partage les émotions de son petit. Il retrouve ainsi un peu de sa fonction parentale et commence, avec ce partage émotionnel, à tisser une relation filiale, d'attachement, difficile à construire dans une unité de soins intensifs. L'autre dimension qu'on trouve en soins intensifs, c'est l'aspect narratif du soin. Une séquence stable de gestes qui se répètent, la prise de sang sous le talon, le repas, etc., permet au bébé de progressivement construire une habituation. Ici, le bébé est d'une certaine manière partenaire actif du soin qui lui est prodigué. Mais revenons plutôt au travail dans les institutions qui accueillent des enfants plus grands. On peut revisiter les pratiques institutionnelles relativement aux fonctions d'appui. Ainsi, prendre en considération
le temps passé à assurer un portage psychique et physique auprès d'une personne qui réalise une tâche modifie considérablement l'évaluation d'une pratique thérapeutique. Les fonctions d'appui, si elles ne sont pas spectaculaires, permettent à un individu de déployer ses potentiels. Et il est primordial de les reconnaître. Sous cet angle, le travail institutionnel peut se déployer de manière créative, varier les appuis, passer d'un contact physique à un appui distant, à une organisation spatiale contenante. Le travail éducatif va viser à ce que la personne puisse intérioriser les appuis pour pouvoir réaliser la conduite de manière autonome. La modulation des arrière-fonds en fonction des besoins des personnes permet d'individualiser les soins et de créer des repères qui réifient l'espace de l'institution. L'usage de parois, de recoins, de mobilier de séparation qui animent l'espace permettent aux patients de se repérer et d'investir le lieu dans lequel ils se sentent mieux. Dans ces situations, la locomotion n'est plus seulement un plaisir moteur de déambulation, mais devient un moyen de déplacement d'un lieu à un autre. Ces déplacements effectués dans l'institution peuvent être validés. Par exemple, si l'on demande à la personne de porter un objet d'un lieu à un autre, cette prise de rôle au sein de l'institution doit être reconnue et identifiée. Une casquette colorée fait du patient qu'il apporte un agent du Pony Express qui est reconnu par tous et qui a une place au sein de l'institution. Pour celui qui aime déchirer du papier, il remplacera avantageusement la machine broyeuse dans un secrétariat. Son activité va prendre du sens dans l'univers de l'institution. Ces tâches simples donnent une place à ces personnes qui est autre que celle d'assister, sans moyen de faire reconnaître ses capacités instrumentales, si faibles soient-elles. Dissocier appui et affection permet aussi de distribuer les rôles sans créer une compétition entre les soignants. Dans un travail à deux, une des personnes peut assurer l'arrière-fond et l'autre alimenter et assurer la guidance des conduites instrumentales du patient. Ainsi, le couple kiné-psychomotricien est efficace, montrant complémentarité des professions pour des soins centrés sur la personne. Ce travail avec des professions complémentaires est peu pratiqué en institution, je crois pour toutes sortes de très mauvaises raisons. Dans ces situations, on peut pourtant prendre conscience du rôle fondamental des appuis qui modulent les performances des personnes. Si la créativité peut se manifester relativement à la place que prend un pensionnaire dans une institution, cette même créativité peut se déployer relativement à l'aménagement des lieux. Les sols peuvent être variés. Entre un sol pavé et un plancher de bois, les effets sonores et tactiles lors de la déambulation sont différents. Ainsi, les enfants malvoyants et sourds sont intéressés par ces variations et vont rechercher les frontières de ces variations. Les enfants avec des troubles envahissants du développement vont exploiter différemment ces différentes surfaces. Outre les bruits, les sensations thermiques différentes sont souvent recherchées. Les sensations suscitées par ces matériaux variés participent à la constitution des représentations de l'organisme, mais participent aussi à la réification de l'espace de l'institution. Les parois des couloirs, les pièces peuvent varier dans leur texture et leur couleur, permettent un repérage qui peut rythmer les déplacements. Les vitrages, les parois des salles de séjour ou de repas sont à penser avec soin. Les personnes doivent trouver les arrière-fonds nécessaires pour pouvoir déployer leurs activités. Pour les repas, souvent très bruyants, un agencement par groupe avec des parois qui, sans enfermer, marquent les limites, permet de baisser un peu le niveau sonore et de moduler le rythme du repas d'un groupe à un autre. Au sein de ces tablets, il y a un anniversaire, le retour d'une personne
offre l'occasion de marquer l'événement. Des fleurs, une nappe peuvent amener un changement notoire des conduites. Un peu comme quand le groupe va au restaurant. On peut observer des conduites que l'on ne soupçonnerait absolument pas au vu de ce qui se passe dans l'institution. Face à des conduites particulières que manifestent certains, l'observation aide à comprendre ce que vit la personne et permet de mettre en place des moyens d'aide. Par exemple, un petit groupe est autour de la table et prépare une tarte. Un des membres du groupe se lève souvent, va faire une balade dans la pièce, touche la fenêtre, lèche la vitre, etc. Le laisser partir, lui dire que l'on comprend son besoin, mais qu'on l'attend